Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici les titres. On va commencer par notre focus et par vous présenter un rôle modèle. Il est neuroscientifique, entrepreneur et pionnier de l'intelligence artificielle. À la croisée des sciences cognitives et de la technologie, il explore les possibilités de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes et surtout faire avancer la compréhension de l'intelligence humaine. Pour le coup, on en parle dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Arwa Chaouki qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Arwa. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Quelle va être votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de résolution financière et de budget personnel. Parfait, en ce début d'année, on voit ça avec vous dans un instant. Et puis c'est notre sujet du jour. 91% des jeunes estiment que leur orientation est un sujet important, mais plus de la moitié d'entre eux considèrent avoir fait un mauvais choix. Pire encore, seule une minorité parvient à se réorienter. Alors comment expliquer un tel décalage entre l'importance de ce sujet pour les jeunes et les outils existants comme Parcoursup? Et puis comment aider cette nouvelle génération à faire des choix un peu plus éclairés aussi? On va en parler justement. Et pour répondre à ces questions, on reçoit Gennady Pak, le fondateur de J'Explore. Bonjour Gennady. Bonjour Philippine. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'École du Futur. Vous allez nous parler de ce que vous faites dans un instant, juste après le focus. C'est l'un des nouveaux lauréats du prix Nobel de chimie 2024. Grand amateur d'échecs, mais également de jeux vidéo. Il est à l'origine de DeepMind. C'est une entreprise qui appartient à Google. Demis Hassabis compte aujourd'hui parmi les pairs de l'intelligence artificielle. Et il est notre focus du jour, présenté aujourd'hui par Dylan Kohler. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Chemistry to Demis Hassabis and John Jumper, Google DeepMind, United Kingdom, for protein structure prediction. Il est l'un des 3 prix Nobel de chimie 2024, focus aujourd'hui sur le Britannique Demis Hassabis. Né à Londres d'un père grec chypriote et d'une mère singapourienne, il est l'un des pionniers en matière d'intelligence artificielle. Passionné depuis tout jeune par le jeu d'échecs, il se distingue parmi les meilleurs joueurs mondiaux de sa catégorie à l'âge de 13 ans seulement. Dans son adolescence, il ira même jusqu'à remporter 5 fois le Pentamind, championnat reconnu mêlant divers jeux de société. Doté d'un fort intérêt pour les processus de pensée et l'imagination humaine, il suit des études de neurosciences à l'University College de Londres. Il commence sa carrière dans le jeu vidéo alors qu'il est encore étudiant, en travaillant pour le studio de production Bullfrog, avant de fonder son propre studio, Elixir. Il voit entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain des similitudes à explorer, et après son doctorat, il cofonde DeepMind. L'entreprise, spécialisée dans l'utilisation de l'IA, est rachetée par Google en 2016. La même année, DeepMind fait alors sensation quand son programme AlphaZero vient à bout du champion du monde du jeu de Go. Depuis quelques années maintenant, c'est le domaine de la chimie sur lequel se concentre Demis Hassabis. Épaulé par son collègue John Jumper, également lauréat, leur programme d'IA, dit AlphaFold, a permis de prédire virtuellement toutes les structures possibles des protéines. Une avancée majeure qui se voit récompensée début octobre 2024. Récompense qui ne pourra que le motiver davantage dans la poursuite de ses recherches, lui pour qui l'IA se veut déjà être la technologie la plus bénéfique à l'humanité. Et voilà pour ce portrait. On va parler d'autre chose maintenant. On a tous connu ça, le fameux « tu veux faire quoi ?» plus tard, qui revient dès l'enfance, dès le collège. Mais la réalité, c'est que beaucoup de jeunes ne savent pas, se trompent ou alors se sentent souvent démunis face à des outils existants comme Parcoursup. Le résultat, eh bien, plus d'un jeune sur 2 estime avoir pris une mauvaise décision dans son parcours d'orientation. Et pourtant, justement, l'orientation, c'est bien plus que de choisir un métier ou une école. C'est dessiner son avenir, se projeter dans une vie professionnelle qui nous ressemble. Alors pourquoi est-ce si compliqué justement pour nos jeunes et quelles solutions existent pour simplifier ce parcours? On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui, notre invité pour en parler, à mes côtés, Gennady Pak. Je rappelle que vous êtes le fondateur de J'Explore. Vous allez nous présenter J'Explore dans un instant. D'abord, un chiffre, parce que vous avez donc mené cette étude où on apprend notamment que 91% des jeunes déclarent que l'orientation professionnelle est un sujet important pour eux notamment, mais seuls 62% d'entre eux disent avoir été sensibilisés à ce sujet tôt, suffisamment tôt en tout cas. Pourquoi, selon vous, justement, les jeunes sont-ils si peu accompagnés dans ce domaine dès le début de leur scolarité? Est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est justement ce qui est montré par votre étude?
En tout cas, avec les jeunes que nous travaillons depuis plus de 4 ans avec J'Explore, nous les rencontrons, nous faisons des ateliers dans les classes et en fait on voit que les chiffres montrent un constat qui est partagé depuis, je pense, pas mal d'années. C'est que quand on doit faire un choix, on le fait très tard. On le fait en 3e. C'est en dernière année, en réalité, qu'on est un peu poussé à faire le choix. Et puis après le lycée, à l'ouverture en fait, de Parcoursup, avant c'était APB. Donc la situation des jeunes n'a pas trop changé. On est toujours un peu dans l'urgence. Et nous, avec J'Explore, on a voulu prendre un petit peu le pouls de ces jeunes et de voir est-ce que les jeunes aujourd'hui sont déconnectés par rapport au monde du travail, au monde de l'entreprise, au monde du supérieur aussi, parce que c'est un des objectifs de Parcoursup. On voit en fait que dans les faits, c'est pas le cas. Les jeunes se sentent très concernés par l'orientation et par leur propre orientation. Je pense que c'est quelque chose qui est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que nous avons un monde qui change, nous avons un monde qui se transforme. Le numérique, on en parle depuis maintenant beaucoup de temps, mais pas que. Il y a aussi les transitions écologiques et environnementales. Les jeunes se posent des questions et leur rapport au monde du travail change aussi. Il y a un chiffre qui est partagé par l'INSEE, que nous partageons également dans nos actions, c'est qu'un Français aujourd'hui va changer de métier entre 5 à 13 fois au cours de sa carrière. Ah oui. On n'est plus dans la génération de nos parents qui vont faire le même métier toute notre vie et nos grands-parents encore moins. Aujourd'hui, on doit se poser des questions tout le temps et aujourd'hui, un des freins à ça, c'est l'information. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas suffisamment informés dans leur orientation et ne savent pas toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Au collège, un jeune connaît environ une dizaine de métiers. C'est les métiers, vous savez, policier, avocat, médecin, prof. Les métiers des parents aussi, j'imagine. Les métiers des parents. Et en fait, quand on regarde un petit peu pourquoi ces métiers-là sont connus par les jeunes, en fait, ce sont les métiers des contes pour enfants. En fait, c'est les métiers du 19e siècle. D'accord. En fait, ils ne connaissent pas les métiers de demain. Les métiers de demain, il y en a plein. Et le monde va se transformer, il faut les connaître justement. Et d'ailleurs, Pôle emploi disait dans une étude récente que 80% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc effectivement, il va falloir renouveler un peu les comptes pour enfants si c'est de là que viennent... Des comptes nouveaux, techniquement. Et des comptes nouveaux, tout à fait, effectivement. Alors justement, comment vous les accompagnez, ces jeunes, avec J'Explore? Alors avec J'Explore, nous les accompagnons à travers 2 formats. Donc notre solution, c'est une solution qui s'appuie sur la réalité virtuelle, qui leur permet de se projeter dans divers environnements professionnels et leur permettre de vivre les métiers. En 5 minutes, on peut vivre une situation de travail, on peut pratiquer un métier, découvrir l'envers du décor et en fait emmener les jeunes là où ils ne peuvent pas y aller. D'accord. Donc dans une usine, dans un bloc opératoire, dans une boulangerie, on est là pour les accompagner à faire le plus d'expériences possible en complément du stage de 3e par exemple, pour les aider justement à connaître quelle est la réalité du métier, la réalité d'un professionnel. Et ce sont des contenus justement qu'on va développer avec des entreprises et des partenaires professionnels. D'accord. On va faire en fait un espèce de vie ma vie en réalité virtuelle à la première personne et permettre aux jeunes de pouvoir mieux sentir les choses. Parce qu'aujourd'hui un témoignage ça ne suffit pas, un stage de 5 jours on sait que ça ne suffit pas non plus. Mais si on peut proposer encore plus de choses, c'est mieux, notamment pour le jeune qui va devoir faire un choix. Bien sûr. C'est des choses qu'on met en place en classe. D'accord. L'enseignant est outillé avec des casques de réalité virtuelle, des ressources pédagogiques, un accompagnement de notre équipe. Et on équipe aujourd'hui plus de 300 écoles, établissements scolaires, collèges et lycées en France. Et les enseignants l'utilisent dans le cadre de Parcours Avenir, dans les lycées, pour justement proposer quelque chose en plus où les jeunes ne peuvent pas forcément y aller. J'imagine que vous devez effectivement avoir un peu de travail en tout cas, parce que si les métiers changent justement année après année avec l'essor de l'intelligence artificielle, du numérique, mais il y a plein d'autres métiers aussi qu'on ne connaît pas forcément en fonction de la région dans laquelle on vit ou de notre milieu social. Donc vous passez en fait vos journées au plus près des métiers et des entreprises, c'est ça? Ah oui, depuis 4 ans, je découvre tous les jours des métiers en fait, puisqu'à chaque fois on va aller chercher un partenaire et on va lui demander quel est le métier où vous avez par exemple le plus de mal à recruter, ou qui est le moins connu. On a parfois beaucoup d'étonnements, je pense aux filières industrielles ou aux filières même très traditionnelles comme la construction ou le numérique. Par exemple, j'ai appris quelque chose il n'y a pas très longtemps, c'est que le plus grand recruteur dans le digital en France, c'est les banques. En fait, on ne pense pas aux banques quand on va faire de l'informatique. Pas du tout, oui, c'est vrai. Donc comment aussi orienter les personnes vers les bonnes filières qui recrutent? Parce que c'est aussi ça, je pense, le but d'une orientation.
bien sûr. On va en parler justement des banques et plus largement l'éducation financière avec vous, Arwa, dans un instant, dans le cadre de votre chronique. D'abord, c'est vrai que plus d'un jeune sur deux estime avoir fait de mauvais choix d'orientation. Vous nous en parliez tout à l'heure au cours de leur carrière, notamment, et de leur jeunesse. Quelles sont les principales causes, selon vous, justement, de ce chiffre? Est-ce qu'il s'agit d'un manque d'information, d'une certaine forme de pression sociale, d'autres facteurs? C'est vrai que d'un côté, on a des jeunes qui sont très intéressés par leur orientation, mais de l'autre côté, ils sont très stressés. Ouais. 2 jeunes sur 3 sont stressés par rapport à leur orientation, et justement, un jeune sur 2 va faire un mauvais choix. Et on constate que sur cette population qu'on a interrogée, 29% des jeunes ne reviennent pas sur leur choix et poursuivent dans leur filière. Ouais. Je pense qu'on est aussi face à des personnes qui ont fait un choix, qui se sont engagés dans un parcours. Il faut beaucoup de motivation et beaucoup de courage aussi pour se réorienter. Bien sûr. Surtout dans un pays ou dans une société où l'échec n'est pas bien vu. Ouais. Se réorienter, c'est compliqué. Ça a un coût aussi. Voilà, il faut convaincre les parents. Donc c'est assez compliqué en fait de se réorienter. Et pour nous, un des freins, c'est justement le manque d'information, justement en amont, et le manque d'accompagnement. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes, ils s'informent beaucoup par eux-mêmes. Ouais. Sur les réseaux sociaux, 40% des jeunes interrogés s'informent sur les réseaux sociaux pour leur orientation. C'est un média que vous investissez justement pour participer à cette information, à cette éducation? Alors nous, Collège Explore, on ne le fait pas. On a des acteurs, des partenaires de l'écosystème qui le font beaucoup plus que nous. Nous, on a pris le parti pris de pouvoir intervenir en classe justement pour s'inscrire dans les programmes pédagogiques. Et que ce soit les enseignants en fait qui soient outillés et proposent les solutions et les métiers justement aux jeunes. Parce qu'il faut que ça s'inscrive dans un parcours. On fait d'abord une découverte immersive, après on va peut-être échanger avec des professionnels, après on va se renseigner sur les réseaux sociaux et après on va peut-être faire un stage. C'est tout ce parcours en fait qui fait sens. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on n'accompagne pas, les jeunes vont devoir quelque part par défaut chercher par eux-mêmes. Et c'est toujours de l'information partielle, pas complètement juste et parfois fausse. Il manque quelques étapes, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que vous faites comme constat, et l'orientation professionnelle, vous en parlez tout à l'heure, est souvent perçue comme anxiogène par les jeunes. 69% d'entre eux, là aussi, on a un sujet. Est-ce que c'est justement le fait que cette orientation, en tout cas ces choix, le fait qu'on demande aux jeunes de décider de leur avenir quelque part aussi jeunes, entre 15 et 18 ans, sur une carrière qui va les guider tout au long de leur vie a priori, si vous aviez les clés demain de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, qu'est-ce que vous feriez, à part bien sûr mettre J'explore dans toutes les salles de classe, j'imagine, mais justement, si vous aviez une idée pour faire en sorte que ce niveau d'inquiétude, 69% des jeunes, c'est énorme, baisse, et au-delà de ça, qu'il y ait moins de taux de réorientation et que les jeunes soient plus épanouis dans ce qu'ils font. Je pense qu'une des premières préconisations, c'est de pouvoir faire les programmes au plus tôt, c'est-à-dire commencer dès la 5e. C'est quelque chose qui commence à être mis en place, mais de manière beaucoup plus importante, et impliquer davantage les entreprises. Faire venir les entreprises à l'école, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, faut y aller davantage, et il faut permettre à ces jeunes de les rencontrer. C'est à travers la rencontre et l'échange qu'on se construit. Ouais. Je pense que vous avez tous fait un stage en 3e ou plus tard, et cette expérience a changé votre vie peut-être. Et nous, on croit beaucoup à ça, de pouvoir justement faire vivre les choses et de provoquer cette rencontre. Après voilà, on sait qu'un parcours, ça se construit tout au long de la vie, hein. C'est pas parce qu'on fait un choix en 3e à 13-15 ans que c'est un choix définitif. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut, je pense, dédramatiser. Tout à fait. Aller vraiment leur expliquer que vous avez fait ce choix-là, vous allez acquérir des compétences, c'est le plus important. Et ces compétences, vous pourrez les réutiliser dans un autre métier. Et ce métier, ça peut être, vous pouvez commencer par être boulanger, on peut ensuite devenir designer, ensuite peut-être devenir architecte. C'est vrai. Tous ces 3 métiers-là, je les donne en exemple parce que c'est des métiers très créatifs. Oui. Et en fait, la créativité, on peut l'utiliser partout. C'est le fil rouge d'un parcours, oui, tout à fait, effectivement. D'autant plus que les jeunes, vous nous en avez parlé, vous exercez de plus en plus de métiers, il n'y a plus carrière linéaire, effectivement, d'où l'important justement de les informer. Ce que je vous propose, en tout cas, Gennady, c'est de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, et c'est l'œil toujours de Jean Martineau. Do ants prefer Coke or Pepsi? This is the perfect experiment because humans pick their favorite off of marketing a lot of the time because we're easily manipulated. But you know who's immune to marketing? That's right, ants.
That being said, my prediction is that Coke universally tastes better, regardless if you're a human or a bug. It's crazy to me they're so light that they can walk on top of a droplet of Pepsi and it stays there like it's Jell-O. Not a lot of progress is being made. Okay, now Coke is taking a lead. It seems like they're eating it more than they're drinking it. The ants have spoken. What'd you guys think? This automatic powerless gate works with the weight of your vehicle. The hydraulics delay the gate closure by 15 seconds, giving plenty of time for trailers and floats to go through. Stock can't get in or out unless you want them to. You can, however, open the auto gate safely and with ease whilst on foot without the use of a vehicle. AutoGate is great for entries on slopes as it eliminates accidents caused by runaway vehicles. When you go on holiday, lifting of the lever disengages the outside gate ramp, making the mechanism inoperable and able to be padlocked. The gate can be operated with a left or right opening, allowing for simple installation. AutoGate is an excellent alternative to cattle grids and solar or electric gates. An innovative solution to the parking space problem, part garage, part vending machine. On est de retour toujours sur le plateau, bien sûr, de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Gennady Pak. Je rappelle que vous êtes le fondateur de J'Explore. Et juste avant, Gennady, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Arwa Chaouki, qui a une idée derrière la tech. Arwa, avec vous aujourd'hui, on va parler d'une enquête réalisée par Statista et selon laquelle 48% des Français avaient pour résolution d'être plus attentifs à leurs économies. Et oui, et cette résolution arrive en deuxième position des résolutions les plus courantes prises par les Français juste après l'intention de reprendre le sport. En plus, après le gouffre financier des fêtes de fin d'année, le mois de janvier est souvent l'occasion de reprendre de bonnes bases et de repartir de bons pieds. Ne m'en parlez pas, effectivement. Pourquoi est-il justement si important de faire le point sur son budget en début d'année, Arwa ? Parce qu'en début d'année, c'est le moment d'analyser ce qui s'est passé de bien ou de mauvais au niveau financier. L'année dernière, on peut repérer par exemple les dépenses inutiles, ajuster son budget ou se fixer des objectifs financiers clairs comme reprendre une épargne, essayer d'épargner davantage, rembourser par anticipation une dette ou bien commencer à planifier ses vacances d'été. Effectivement. Concrètement, comment est-ce qu'on peut s'y prendre justement pour être efficace dans tous ces projets-là ? Eh bien, il y a cette fameuse méthode qui a été utilisée par nos grands-parents et nos parents. Vous vous souvenez peut-être de ces moments où ils allaient dans leur petit bureau armés de leur carnet, de leur calculatrice et un petit stylo. Ils passaient le temps, justement, ils prenaient le temps plutôt de poser les chiffres, de reprendre les tickets de caisse et de tout noter pour repartir de bon pied le mois suivant. Et cette méthode reste toujours d'actualité, même si elle a un peu évolué avec le temps. Et cette méthode, elle s'articule en 3 étapes. La première, c'est lister ses revenus. Voir ce qui rentre chaque mois, son salaire, les aides sociales, les allocations. Cela vous donne de bonnes bases pour pouvoir commencer à établir un budget, puis analyser ses dépenses pendant un mois. N'hésitez pas à noter
tout ce qui sort, même les petites sommes. Cela vous permettra de savoir où va exactement votre argent et de repérer les postes qui peuvent être optimisés. Et en troisième position, du coup, troisièmement, se fixer des objectifs financiers clairs. On l'a vu tout à l'heure. Essayer de se constituer une épargne de sécurité, de prévoir justement son budget pour effectuer des travaux ou bien le budget des vacances d'été. Alors ça paraît clair, simple, quand vous l'expliquez comme ça, mais comment rendre tout ça motivant justement pour que ça ne devienne pas une corvée? Grâce à la FinTech, exit les carnets de notes, exit les calculatrices. C'est fini avec les colonnes débit-crédit et les tableaux Excel. Aujourd'hui, il existe des plateformes, des applications qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble de vos comptes grâce à Linkso, Finari ou bien Banking. Alors, comment ça marche exactement, Arwa? Ces applications vous permettent de synchroniser en temps réel l'ensemble de vos comptes et d'avoir une vue d'ensemble, justement, de ce qui se passe, des entrées, des sorties. Elles vous permettent également de programmer des notifications. Par exemple, ce mois-ci, j'ai décidé de baisser mon budget shopping. Et je vais pouvoir programmer une alerte pour me dire « Attention, tu as déjà atteint les 300 € de prévu ce mois-ci ». Vous pouvez également programmer des notifications alertes qui vous disent là, il ne reste plus que 100 € sur votre compte bancaire. Et pour les familles, est-ce que vous avez des conseils pour inclure les enfants, notamment dans cette démarche? Souvent, on a le passage de la petite souris, on avait parlé. On peut offrir à nos enfants une tirelire à 3 compartiments ou bien la fabriquer ensemble. C'est une tirelire qui va leur permettre justement d'économiser pour leurs dépenses au quotidien, d'économiser pour un projet à moyen long terme qui leur tient à cœur, et puis de mettre aussi un petit peu d'argent de côté pour leur apprendre la notion de partage et de don. Merci beaucoup, Arwa. En tout cas, je vous vois réagir. Yann a dit ça aussi, c'est un sujet important pour l'école, l'éducation financière. Ah oui, ouais. Surtout, je crois que les personnes ne savent pas forcément qu'il faut rembourser des dettes quand on les contracte, donc c'est un truc que je vois un petit peu justement. C'est vrai. Ouais. Bon, on va justement travailler. C'est Arwa qui en est la figure de proue pour justement mettre ce sujet de l'éducation financière au service des enfants. Merci Arwa. On lance ensemble tous les trois la deuxième partie du talk. Et on continue justement d'en parler, de ce sujet de l'orientation qui, c'est vrai, arrive vite et commence à préoccuper les parents, les élèves avec l'arrivée de Parcoursup dans quelques jours. Je rappelle que vous êtes le fondateur de J'Explore. Vous nous parliez juste avant la chronique d'Arwa et en fin de première partie du talk du fait de faire venir, et c'est un souhait en tout cas que vous émettez, de faire venir les entreprises, le secteur privé dans un secteur public qui est celui de l'éducation. Aujourd'hui, ce sont deux mondes qui ne se parlent pas assez. Ils ne se parlent pas assez, mais il y a eu beaucoup de progrès au cours des, je pense, 10 dernières années. Nous, on est arrivé en 2020 avec J'Explore, donc on est assez jeune en fait dans l'écosystème. Déjà en 4 ans, il y a eu beaucoup d'avancées. Le bureau des entreprises dans les lycées professionnels, par exemple, c'est un bon exemple de comment créer cette rencontre et favoriser justement les entreprises locales avec les lycées pour justement créer le stage professionnel qui pourrait changer la donne pour un jeune, mais pas que, des initiatives plus nationales aussi qui existent et je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Il y a autre chose, en revanche, qui ne va pas vraiment dans le bon sens, Gennady. Il faut qu'on en parle. J'ai des questions à vous poser sur la disparité homme-femme dans l'accès à l'information. Votre étude montre notamment que les jeunes femmes se sentent beaucoup moins informées que les jeunes hommes sur les métiers qui leur sont accessibles. Comment expliquer ce décalage encore aujourd'hui en 2025 ? Pour être honnête, ça a été pour nous une surprise de cette étude. On n'a pas voulu mesurer ça au prime abord. On a voulu d'abord mesurer est-ce que les personnes sont bien informées ou pas bien informées et quelle est leur utilisation justement des outils pour s'orienter. On a quand même fait une décomposition entre justement les jeunes garçons et les jeunes filles et on a vu qu'il y a un écart sur 2 points. Tout d'abord un écart justement sur l'information perçue par les jeunes femmes et les jeunes hommes. Il y a un écart d'à peu près de 20 points. Entre ces deux publics, c'est assez énorme. Et aussi un écart par rapport au stress ressenti de l'orientation. Il est moins significatif, il est d'ordre de 5 points, mais il existe quand même. En tout cas, les filles se sentent plus stressées et moins bien informées que les garçons. C'est dû à quoi, ça ? Alors, notre analyse, c'est qu'aujourd'hui, ça reste un ressenti. Dans les faits, on sait que les filles sont meilleures à l'école que les garçons. Ça a été montré et prouvé à plusieurs reprises. C'est le même sujet pour l'orientation. En général, les filles se réorientent moins que les garçons. Mais le sentiment d'être moins bien informé et d'être plus stressé existe, mais ça reste un ressenti subjectif.
notre analyse, et nous on travaille avec un comité scientifique chez J'Explore, des psychologues de l'éducation nationale, des chercheurs du CNRS qui nous ont expliqué un petit peu pourquoi cette étude et pourquoi ces résultats. La première cause, c'est l'autocensure des jeunes filles. En fait, les filles s'autocensurent davantage que les garçons. Elles ont besoin de plus s'informer pour être en capacité d'être en confiance pour s'orienter. Ouais. Donc voilà, c'est un sujet qu'on connaît toutes et tous. Je pense que ça n'a pas trop changé. Effectivement. Il faut travailler davantage pour réduire cette autocensure, motiver davantage les jeunes filles à aller vers des filières scientifiques, par exemple, ou les filières du numérique, et justement leur permettre et de les encourager à oser un petit peu plus. Ouais. D'ailleurs, vous menez des actions pour déconstruire, on l'a dit, les stéréotypes de genre dans le choix des métiers. Vous mentionnez aussi que dans vos contenus immersifs, les femmes sont représentées à 50% dans les métiers industriels, alors qu'elles n'occupent que 15% des postes réels dans la société d'aujourd'hui française. Est-ce que vous pensez que ces représentations peuvent réellement changer les mentalités chez les jeunes filles? Alors effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir mettre en avant des femmes à poste de responsabilité, et notamment ce chiffre dans les postes industriels, ce sont des postes de cadre et de techniciennes. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les chiffres communiqués par les entreprises, c'est des chiffres assez globaux, chiffres globaux, et donc on englobe dedans les secrétaires et le marketing et la communication, alors qu'en fait, il faut regarder plus précisément. Ouais. Notre but, c'est de pouvoir donner, vraiment y montrer. Et avec la réalité virtuelle, c'est possible parce qu'on peut le faire vivre encore plus. Une femme qui est ingénieure, qui est chef d'équipe et qui manage, entre guillemets, des hommes. Ça peut paraître, je pense, un peu banal pour nous, peut-être parce qu'on est un peu plus âgé, on a déjà travaillé dans l'entreprise, mais quand un jeune ne l'a jamais vu, ou une jeune aussi d'ailleurs, fille, garçon, c'est la même chose, on pense que ça peut mettre un petit peu une graine, vous savez, dans la tête et peut-être changer un peu les mentalités, c'est-à-dire pourquoi pas moi. Bien sûr, c'est pas suffisant. C'est pas en mettant en avant des femmes dans des vidéos que, si je schématise un petit peu, que ça va changer les choses. Mais ça aide. Et il faut que ça soit complémentaire à d'autres actions. Vraiment faire venir des associations qui travaillent là-dessus, dans les classes, faire la rencontre. Alors, il y a effectivement ces actions qui sont menées par vous et par d'autres. Il y a aussi des outils d'orientation qui existent, notamment Parcoursup, qui va donc ouvrir, je l'ai dit, dans quelques jours. Et selon votre étude, seuls 40% des jeunes utilisent justement cette plateforme Parcoursup comme source d'information sur les métiers. Le gouvernement, l'État, le ministère de l'Enseignement supérieur présente pourtant cet outil comme un outil aussi d'information sur les métiers, sur les formations qui sont disponibles. Comment expliquer ce faible usage d'un outil qui est pourtant absolument central dans leur orientation? Aujourd'hui, Parcoursup, c'est pour 75% des jeunes et ils savent que c'est un outil pour s'orienter. Pourtant, 40% l'utilisent réellement ou en ont profité. Ouais, c'est donc aujourd'hui, on n'a pas le détail de combien de temps ils ont profité. En tout cas, il y a un écart important de 35%. On sait que la plateforme Parcoursup, elle commence à être utilisée en dernière année, avant-dernière année, au plus tard par les élèves. Donc c'est quelque chose toujours qui est fait justement dans cette urgence. Mais il n'y a pas que Parcoursup comme outil d'orientation. En fait, aujourd'hui, les plateformes les plus utilisées pour s'orienter, ce sont plutôt les sites de métiers, les sites de formation. Et Parcoursup rentre là-dedans. D'accord. Il y a une multitude de sources. Aujourd'hui, Parcoursup, ça reste plutôt, en tout cas, perçu comme un outil d'affectation. Plutôt que d'un outil d'information sur justement quelle orientation je peux faire plus tard. On va aller chercher les formations existantes, on va se renseigner là-dessus et on va postuler et attendre. Vous nous parliez tout à l'heure, pour continuer nos échanges à la fois sur les outils, les différents acteurs qui sont au service de l'éducation, la lutte bien sûr contre les stéréotypes, c'est l'objet de notre deuxième partie du talk. Vous parliez d'ateliers pour déconstruire les stéréotypes, notamment dans les collèges et les lycées. Quels sont justement les stéréotypes qui sont les plus répandus et que vous cherchez aujourd'hui à déconstruire? Aujourd'hui, on mène des ateliers pour travailler sur les stéréotypes de genre, mais aussi les stéréotypes de qualification. Dans les classes. Donc ce sont des ateliers clés en main qui sont mis à disposition pour les enseignants et qui vont pouvoir les mobiliser. Donc un atelier J'Explore, c'est des contenus de réalité virtuelle. Donc à peu près 30% du temps consacré sur une heure, on va vivre l'expérience en casque. On va faire justement ce mini stage virtuel en entreprise. Et ensuite on va approfondir les choses, on va revenir sur ce qui a été vu en collectif et avec des retours et des analyses par écrit. Donc il faut ancrer l'information et revenir sur ce qui a été vu. Et sur les thématiques autour des stéréotypes, on va travailler autour des stéréotypes de genre. Par exemple, en mettant en avant des femmes qui font des postes à responsabilité. Donc on parlait de l'industrie,
On a des filières dans le numérique, dans le BTP. On va travailler justement à leur faire déjà comprendre qu'est-ce que c'est, en fait, un stéréotype, la définition, en fait, déjà, pour commencer. Et aussi, ensuite, travailler point par point sur les chiffres clés, par exemple. On va mettre en avant les chiffres clés un peu nationaux. Ouais. Et ensuite, on va les mettre en comparaison avec eux, ce qu'ils ressentent. On est là pour leur faire prendre conscience des choses. C'est ça. Et leur faire réfléchir et voilà, qu'ils repartent avec quelques informations à la fin de l'atelier. Bon, en tout cas, des informations, on en a eu sur ce que vous faites et sur les possibilités qui sont offertes justement à ces jeunes dans cette période. On le sait, on compatit aussi avec les parents et les jeunes vis-à-vis de leur orientation. Merci d'avoir été parmi nous, Gennady Pak. Je rappelle que vous êtes le fondateur de J'explore. La question, c'est effectivement, est-ce que c'est encore le rôle de l'école de former les jeunes à un métier précis? Est-ce que doit plutôt donner des compétences essentielles et transverses pour s'adapter tout au long de la vie? Bon, ça, vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Ça marche? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Arwa, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Arwa Chawki, notre chroniqueuse du jour. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et comme tous les jours, dès demain, toujours sur School TV, on se retrouve à 12h30 dans l'École du Futur. Et d'ici là, passez une très bonne journée.